Donc j'étais contente d'avoir retrouvé ma présentation à la STMRA en 2010 sur les cancers stade 3, mais finalement rien. Je n'ai pu exploiter aucune diapo, tant les choses ont radicalement changé durant ces 8 ans. Donc de quoi parle-t-on? Ces cancers localement avancés représentent dans la pratique clinique à peu près 30% de l'ensemble des cancers, mais c'est un groupe hétérogène. Il y a dedans les 3A N2 bulky qui sont résécables, mais qui nécessitent quand même une concertation pluridisciplinaire où vont intervenir donc des spécialistes d'organes différents. Les stades 3B résécables, mais qui nécessitent une chirurgie quand même assez spécifique. Et puis les 3B non résécables et les 3C actuellement avec la nouvelle classification. Et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le propos de ma conférence. Et en fait, le défi que présentent ces cancers, il est double. Il est d'une part constitué donc du contrôle de la maladie locale, mais aussi prévenir et contrôler la dissémination métastatique. Donc, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les cancers localement avancés étaient traités uniquement par radiothérapie, mais très rapidement, et depuis donc, les années 2010 déjà, la chimioradiothérapie était le standard de traitement de ces cancers localement avancés. Et comme vous voyez sur la courbe, il y a un bénéfice aussi bien en termes de survie sans progression que de survie globale. En fait, associer ces deux modalités de traitement, radiochimiothérapie, peut se faire de plusieurs façons. Alors, soit on a une chimioradiothérapie séquentielle, on a une séquence chimiothérapie, en général 3, 4, on peut aller jusqu'à 6 cures, suivies donc, de toute la séquence de radiothérapie. Soit une chimioradiothérapie concomitante exclusive, donc où on va insérer la radiothérapie durant ces 6 semaines, donc on aura le temps de faire à peu près 3 cures de chimiothérapie. Soit on pourrait éventuellement imaginer qu'une chimiothérapie première d'induction présenterait quand même certains avantages, puisque d'une part, elle va nous laisser le temps d'organiser le démarrage de la radiothérapie, mais aussi, elle va pouvoir donc aussi être administrée à une dose curative, donc à une dose pleine, et de là espérer voir une diminution du volume tumoral, et donc finalement sélectionner les malades qui sont les meilleurs répondeurs. Et donc en général, on fait 2 à 3 cycles, puis va intervenir la véritable chimioradiothérapie concomitante. Si on a la chance de pouvoir démarrer d'emblée une chimioradiothérapie concomitante, on va malheureusement devoir se contenter uniquement de 3 cycles de chimiothérapie, et on est tenté dans certains cas de vouloir donner un plus, surtout si on revient à une dose curative. Donc on va être peut-être tenté d'ajouter 2, 3 ou voire même 4 cycles de chimiothérapie. Donc finalement, qu'en est-il? Quelle est la meilleure séquence? Comment faut-il associer les choses? En fait, la première méta-analyse qui a comparé la chimioradiothérapie séquentielle versus concomitante a été donc présentée, publiée en 2010, et elle a donc comparé 6 études, elle a compilé 6 études randomisées avec un nombre total de 1205 patients, et donc vous voyez que la chimiothérapie concomitante à la radiothérapie était nettement supérieure en termes donc de survie sans progression, avec un P qui est significatif à 0,04, mais aussi en termes de survie globale. Et le bénéfice total était de 5,7% à 3 ans, avec cependant, il faut le souligner, un risque d'œsophagite grade 3 et 4 qui était significativement plus élevé dans le groupe chimioradiothérapie concomitante. Cependant, la toxicité pulmonaire était quasiment identique. Donc finalement, la chimioradiothérapie concomitante, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? C'est essentiellement un contrôle donc local. Malheureusement, pour la progression ou la dissémination à distance,
la séquentielle et la concomitante ne font pas de grande différence. Et donc, sur cette analyse Cochrane 2010, les choses se confirment. Quand on peut faire une chimioradiothérapie concomitante, et c'est l'idéal, il y a toujours un gain à le faire. Donc, l'ESMO recommande finalement cette séquence concomitante qui doit être le standard quand elle est possible. Et en absence de contre-indication, il faut associer à une chimiothérapie à base de sel de platine. Est-ce qu'il faut faire après ça une chimiothérapie, une radiothérapie prophylactique cérébrale? Celle-ci n'est pas du tout recommandée. Et comme vous le voyez ici donc sur cette étude, la radiothérapie prophylactique cérébrale, elle diminue certes les symptômes en rapport avec la survenue de métastases cérébrales, donc c'est la courbe en bleu, mais elle n'améliore pas du tout et elle n'impacte pas du tout la survie globale. Donc pas de radiothérapie cérébrale prophylactique. Maintenant, voyons un peu qu'en est-il de la chimioradiothérapie initialement concomitante suivie d'une consolidation. Eh bien, vous voyez dans cette méta-analyse qui a quand même comporté 7 essais de phase 3 et 34 essais de phase 2 sur un nombre assez conséquent de malades. La survie globale était dans un bras de 19 mois versus 17,9 mois, mais il n'y avait pas réellement de bénéfices et ces essais-là étaient tous négatifs. Pareil aussi sur une méta-analyse récente présentée en 2018, où vous voyez ici compilé dans la première ligne donc, les essais américains, dans la deuxième ligne les essais européens et dans la troisième ligne les essais donc, asiatiques, avec des molécules certes différentes. Eh bien, il n'y avait pas de différence significative lorsqu'on ajoute une chimiothérapie de consolidation après la chimioradiothérapie concomitante, et ces essais étaient tous négatifs. Donc voyons maintenant si on commence plutôt par une séquence d'induction. Vous voyez devant vous donc toute une série d'études qui sont malheureusement, sans faire dans le détail, tous aussi négatifs. Donc pour conclure ici, c'est que la chimioradiothérapie concomitante, c'est le standard pour les non résécables. Toutes les séquences qu'on a présentées sont toutes supérieures à la radiothérapie seule. On peut faire de la consolidation, mais il ne faut pas espérer un bénéfice de plus. Et aucun des schémas additionnels, induction ou consolidation, n'apporte de réels bénéfices en termes de survie globale par rapport à la chimioradiothérapie concomitante seule. Quelles questions restent posées aujourd'hui à partir donc de ces éléments de base? On peut se poser la question par rapport au schéma de chimiothérapie optimale qu'on devrait utiliser au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la radiothérapie? Quelle est la place des thérapies ciblées donc, qui ont envahi la pratique médicale depuis le début des années 2000? Et puis, bien sûr, on ne va pas donc, non plus se poser la question dans ces stades localement avancés par rapport à l'immunothérapie qui a envahi toute notre pratique médicale oncologique. Alors, par rapport au protocole de chimiothérapie, vous voyez qu'il y a beaucoup de protocoles qui sont utilisés. En premier et le plus anciennement utilisé, c'est l'association cisplatine et toposide. Mais il faut savoir que cette association elle est sous-optimale dans les cancers non à petites cellules. C'est essentiellement une association utilisée pour les cancers à petites cellules. L'avantage, c'est qu'elle peut être utilisée à dose pleine. L'association cisplatine-vinorelbine, elle est préférée par les Européens et en particulier les Français et les Belges. Là, il faut diminuer la dose de navelbine, mais l'avantage, c'est qu'on peut éventuellement relier en consolidation, après une chimioradio concomitante, la navelbine par la voie orale. L'association carbotaxol, c'est l'association aussi préférée par les Nord-Américains. Il y a une radiosensibilisation qui est faible et on considère que dans certains cas, l'efficacité n'est pas aussi optimale.
L'association platine, que ce soit cisplatine ou carboplatine avec le docétaxel, entraîne beaucoup trop de myélotoxicité. Pareil pour la gemcitabine qui est totalement prohibée lors de son utilisation de manière concomitante avec la radiothérapie. Reste le pemetrexed qui est une des dernières molécules découvertes de chimiothérapie. Et bien, l'avantage pour le pemetrexed, c'est qu'on peut l'utiliser à dose pleine, donc à dose curative, sauf qu'il faut toujours avoir à l'esprit que ce traitement ne peut pas être prescrit pour les cancers épidermoïdes. C'est uniquement pour les non-épidermoïdes. Alors, quand on regarde un peu ces données-là, on a l'impression que l'association ancienne cisplatine et toposite fait mieux en termes de survie sans progression que de survie globale par rapport à l'association carbotaxol. Mais en fait, quand on regarde de plus près des analyses de cohortes assez conséquentes, et ben vous voyez que les courbes sont totalement superposées. Donc, il n'y a pas de réel bénéfice, il n'y a pas de réelle supériorité d'un protocole par rapport à l'autre. Qu'en est-il du pemetrexed, comme je l'ai dit, qui est utilisé à dose pleine? Donc, vous voyez dans cette étude de Proclaim de phase 3, il a été donc comparé à différents bras laissés au choix, étoposite cisplate, vinorelbine ou carbotaxol. Et bien, pareil, c'est une étude de non-infériorité, mais il n'y a aucune supériorité déclarée pour l'utilisation du pemetrexed par rapport aux autres protocoles. Donc finalement, les survies globales sont pratiquement toutes identiques et il n'y a pas de protocole de chimiothérapie préférentielle. On va tenir compte essentiellement des comorbidités présentées par le patient. Maintenant, comment améliorer la radiothérapie? Alors la radiothérapie, elle s'est nettement améliorée depuis qu'on a mis en place des scanners de simulation en position de traitement. Et vous voyez ici sur les dernières années, eh ben, tous les paramètres analysés étaient franchement significatifs par rapport aux cohortes anciennement traitées sans scanner de simulation. Mais il faut aussi tenir compte des champs à irradier, donc il faut qu'il y ait une définition parfaite des champs à irradier. On peut utiliser une radiothérapie conformationnelle 3D ou une radiothérapie avec modulation d'intensité, l'IMRT. Alors on a l'impression qu'avec l'IMRT et la radiothérapie conformationnelle 4D, on fait un peu mieux que la radiothérapie conformationnelle 3D parce qu'on a une réduction des doses et des volumes qui sont délivrés au niveau pulmonaire et donc on a une diminution du pourcentage de pneumopathie radique mais aussi au niveau cardiaque et donc on a une diminution des toxicités cardiaques. Donc à partir de 2015 et considérant un peu la dose à recommander, est-ce qu'il fallait aller au-delà de 60 degrés? Eh bien non, parce que sur ces courbes-là, c'est une étude qui a été présentée à l'Astro en 2015 et qui a été réactualisée en 2017, il n'y a aucun bénéfice à augmenter les doses de radiothérapie, bien au contraire, vous voyez qu'on est délétère avec des doses de 74 degrés et donc la recommandation est forte pour continuer à donner des doses de 60 degrés avec donc des fractionnements de degrés sur 6 semaines. Est-ce qu'on peut faire mieux? On peut faire mieux si il y a plusieurs possibilités qui sont maintenant explorées. Un fractionnement, on va garder un fractionnement standard, mais on va aller au-delà de 6 semaines, on va arriver à 8 à 9 semaines. On peut hypofractionner pour donner le tout sur une dose beaucoup plus courte et donc éviter des allers-retours aux malades. Mais c'est surtout ces deux derniers points dont je vais peut-être parler un peu plus, la radiothérapie adaptative et la protonthérapie, qui sont le véritable espoir d'amélioration de la radiothérapie. Alors, le PET scan, quel intérêt pour le staging? Eh bien, normalement, si on fait un PET scan, dès le départ, on va certainement avoir un reclassement des malades dans des différents stades et on va avoir un phénomène de Will-Rogers. Donc finalement, beaucoup de malades qui sont peut-être métastatiques vont être écartés et on va garder que les véritables localement avancés.
Et vous voyez donc sur cette étude une comparaison entre deux cohortes, deux populations, dont une a eu un staging avec un PET scan et l'autre non. Vous voyez que ça se répercute à long terme après traitement, aussi bien sur la survie sans progression que sur la survie globale. Alors faire un PET scan dès le départ pour classer et stadifier de manière la plus vraie possible, je vais dire, la maladie donc du patient, c'est bien, mais on est aussi tenté de refaire des PET scans lors du programme thérapeutique. Et vous voyez donc dans cette étude qui est en cours, donc qui va investiguer une chimioradiothérapie concomitante première avec 50 degrés et une donc randomisation pour les malades qui ne sont pas en progression pour recevoir véritablement les 10 degrés supplémentaires, donc pour arriver à 60 degrés, ou aller au-delà des 60 degrés, mais vraiment sur un site très limité qui reste visible en FDG PET, sur laquelle on va donc donner des doses plus importantes. Donc peut-être des doses plus importantes et donc des escalades de doses, mais aussi des désescalades de doses. C'est-à-dire que lorsque, en cours de traitement, on a des sites qui marquent moins, on peut, pour éviter certaines toxicités, au contraire, réduire le programme préétabli et donner donc une dose complémentaire uniquement sur la zone qui fixe encore. La protonthérapie, les protons, contrairement aux photons, sont des particules qui vont se localiser au niveau de la tumeur et qui vont libérer toute leur énergie au niveau du site tumoral sans aller au-delà. Et donc, normalement, on devrait s'attendre à avoir une irradiation beaucoup plus importante sur le site tumoral. Et une des études est en train donc justement d'investiguer une irradiation à 60 degrés entre photons et protons, et on va voir ce que ça va donner. Donc finalement, pour la radiothérapie, elle ne permet pas, comme elle est aujourd'hui, un contrôle local optimal. Il faut absolument veiller à ce que cette radiothérapie se fasse selon des critères de qualité assez drastiques. L'expérience des centres a été démontrée dans les différentes études. Si on a la possibilité de faire de l'IMRT, surtout pour les volumes tumoraux importants, ce serait idéal donc, pour diminuer les toxicités aussi bien pulmonaires que cardiaques. Le PET scan en planification initiale va être probablement fortement recommandé dans les années à venir. En cours de traitement, peut-être pas pour le moment, donc il faut voir ce qu'on vont donner les études. Et la protonthérapie, elle est en cours d'évaluation, mais il faut toujours avoir à l'esprit le coût donc, de cette thérapie. Quelle est la place des thérapies ciblées? Bien sûr, on n'a pas échappé à l'invasion des thérapies ciblées, pas uniquement pour le stade 4, mais aussi pour les petits stades et surtout les stades localement avancés. Mais quand on a voulu regarder d'un peu plus près ces études, donc vous voyez ici une chimioradiothérapie suivie d'une consolidation par un EGFR-TKI, le gefetinib, il n'y a pas de réponse, pas plus de réponse. La chimioradiothérapie associée à un anti-angiogénique, il y a eu des arrêts précoces pour des problèmes de toxicité, et on a peu de données analysables. Avec le thalidomide, il n'y a pas eu de gain de survie. Et avec le cetuximab, pareil, pas de gain de survie. Donc, a priori, ces essais sont tous négatifs pour adjoindre une thérapie ciblée au traitement par chimioradiothérapie. J'arrive. Pourtant, quand on regarde de plus près, le pronostic est meilleur chez les malades qui ont une translocation ALK ou une mutation EGFR. Donc, ce serait quand même intéressant de pouvoir soumettre chez ces malades-là à une thérapie ciblée initialement, donc ce soit par un EGFR-TKI, erlotinib ou un anti-ALK, crizotinib, de voir les choses, comment elles vont évoluer avant d'introduire une chimioradiothérapie concomitante. Malheureusement, cet essai a été clos précocement parce qu'il n'y avait pas assez de recrutement.
On arrive donc à la dernière partie. Je suis désolée, je parle en dernier, mais bon, donc le retard s'accumule. Donc, comment? On n'est pas pressé, d'accord. Donc, l'immunothérapie antitumorale donc, peut aujourd'hui être bloquée par des nouvelles molécules, aussi bien à la phase effectrice, c'est la phase de priming, les anti-CTLA4, ou à la phase effectrice, donc quand on revient au site tumoral par le blocage des programmed DEF1 et les programmed DEF ligand 1. Alors, on dispose pour le moment et en pratique quotidienne pour les anti-PD1 du nivolumab et du pembrolizumab et pour les anti-PDL1 du durvalumab et de la tesolizumab. Mais on peut aussi avoir recours à l'ipilimumab qui est un anti-CTLA4 parce que lors de l'irradiation, il va y avoir donc une destruction des cellules tumorales et une libération des antigènes tumoraux. Et probablement utiliser des anti-CTLA4 à cette phase initiale peut amplifier donc la phase effectrice. Et donc, par la suite, après la libération de ces antigènes tumoraux, il va y avoir aussi une surexpression des PDL1, mais aussi donc une surexpression des différents marqueurs de la classe majeure de d'histocompatibilité à la surface des cellules tumorales. Et tout ceci va faire qu'il va y avoir un chimiotactisme pour les différentes cellules garantes de l'immunité, et en particulier les lymphocytes T, TILS intratumoraux. Donc tout ceci explique la synergie qu'il peut avoir entre, d'une part, l'immunothérapie et la radiothérapie. Mais pas uniquement, puisque il y a un effet qu'on appelle l'effet abscopal. Donc c'est l'effet observé à distance d'un site irradié avec une réduction, voire une disparition totale de la tumeur dans un site qui n'a jamais été irradié chez des malades recevant donc une immunothérapie qui réellement confirme la synergie entre ces deux approches. Alors, je vais passer outre pour arriver directement à l'essai pacifique. Cet essai pacifique a inclus donc des malades qui ont reçu une chimio-radiothérapie au moins donc 2 cycles et sans progression pour recevoir soit du durvalumab, soit du placebo en consolidation. Alors, les résultats, ils ont été présentés lors du dernier congrès mondial en septembre 2018, et vous voyez ici qu'on a une survie sans progression qui est quasiment multipliée par 3. On passe de 5,6 mois à 17,2 mois, et ceci impacte également la survie globale avec un petit p extrêmement significatif, 0,00251. Donc, quand on analyse les différents sous-groupes, eh ben, le bénéfice, il est manifeste, quel que soit le type histologique, l'âge, etc., sauf peut-être pour le statut EGFR, donc pour les malades qui sont mutés. Et sachez que cette étude a été menée, quel que soit le statut PDL1, donc positif ou négatif. Les toxicités sont des toxicités attendues avec l'immunothérapie. Et donc, depuis août 2018, la NCCN recommande, donc c'est un nouveau standard de traitement, le durvalumab en consolidation après une chimioradiothérapie concomitante. Donc, finalement, là aussi, on se pose des questions par rapport à l'immunothérapie. Est-ce qu'il faut la faire avec une chimioradiothérapie concomitante ou séquentielle? Est-ce qu'il faut continuer à faire une chimioradiothérapie ou peut-être se contenter d'une radiothérapie uniquement? Est-ce qu'il faut faire une radiothérapie standard, donc assez volumineuse sur des champs assez importants, ou se suffire à une stimulation par une radiothérapie stéréotaxique? Est-ce qu'il faut la donner en consolidation, en concomitant, en premier? Est-ce que tous les immunothérapies actuellement disponibles sont équivalentes? Est-ce qu'il faut donner un ou plusieurs?
on ne sait pas. Et ben, je vous montre juste pour vous donner un peu plus d'appétit tous les essais qui sont actuellement menés, que ce soit en consolidation, en particulier la phase 3 sur le nivolumab, ou concomitant suivi de consolidation, on retrouve l'essai Pacifique 2 avec le durvalumab en phase 3. Et donc, affaire à suivre, on ne sait pas. Pour conclure, la chimioradiothérapie concomitante actuellement, c'est le standard des stades 3B non résécables. Elle guérit à peu près 20 à 30% des malades. La chimiothérapie additionnelle ne donne pas de bénéfice. Il faut veiller à la qualité de la radiothérapie. Le PET scan affine les volumes à traiter. Il n'y a pas de place pour les thérapies ciblées. Mais le standard de traitement actuel, c'est une radiochimiothérapie conformationnelle à 60 degrés avec une chimiothérapie concomitante à base de sel de platine suivie d'une consolidation par le durvalumab. Donc réellement, cet essai Pacifique, il a entraîné un tsunami puisqu'il a totalement révolutionné notre pratique qui était pratiquement statique depuis une quinzaine d'années pour les cancers localement avancés. Mais malheureusement, je crois qu'on est plutôt du côté gauche.